plus clair que ce que trouvent actuellement les archéologues. Alors donc je ne sais plus ce qui me reste, je crois qu'il ne reste plus rien. Voilà, si vous avez 25 millions d'euros qui traînent, dont vous ne savez que faire, et j'ai un collègue qui est excellent en ce moment, eh bien on va mettre des télescopes de 10 mètres de diamètre reliés par laser, et au bout de la flèche, on va trouver de nouvelles terres. C'est encore un peu cher, c'est encore un peu difficile, on le fera, 2030, 2040, etc. Et on peut rêver 2 minutes, aller visiter ces planètes autour d'autres étoiles. C'est des missions qui ont été imaginées par certains de nos collègues, où vous mettez 20 ans pour construire un projet, vous mettez 15 ans pour construire des hommes politiques, vous mettez 5 ans pour rassembler la sonde dans l'espace, vous mettez 3 ans pour chercher carburant, aller en moteur nucléaire, Ion 3, Ion 4, il n'y en a pas sur Terre, il y en a sur la Lune, sur Jupiter, vous allez vers une étoile qui est à 30 années-lumière, pas aller trop vite, sinon on ne peut pas s'arrêter sur place, il faut pas aller trop doucement, sinon on a oublié qu'on a fait quelque chose. Alors un bon compromis, c'est d'y aller en 150 ans. On va sur place, pendant 1h30 on lance les sondes qui voient les 8 planètes, on renvoie le scène sur Terre 30 ans, donc en 20 ans, plus 15 ans, plus 5 ans, plus 3 ans, plus 150 ans, plus 1h30, importante, plus 30 ans, vous avez les premières images des planètes autour d'autres étoiles. On le fera pas au XXIe siècle, on le fera au 3e millénaire. Donc l'histoire ne fait que continuer, commencer. Et donc finalement, je conclue avec ces 2 traces de pas, qui pour moi représentent bien toute l'histoire de l'homme. La première était il y a 3,9 millions d'années, ou 2 heures dans mon calendrier de tout à l'heure. Là, dans la corne de l'Afrique, cette trace de pas analysée par mes collègues qui ont plein d'imagination, ils disent le poids du corps, 40 kilos, donc c'est une femme, le pied a tourné, donc c'est une femme qui porte un bébé attaqué par une bête sauvage, etc. Elle protège le bébé. Vous voyez, ils ont beaucoup d'imagination. Et elle avait les yeux bleus. Elle avait, bien entendu. Et la trace de pas, l'homme sur la Lune, c'est toute l'histoire de, comment dirais-je, de la civilisation humaine, qui dit rien par rapport à l'histoire de l'univers. Et donc je termine par cette diapo sur le futur. Ça résume nos connaissances sur le sujet, il y a à peu près. Hein, et ça, c'est un vrai cratère, comment dirais-je, qu'on trouve sur Mars. Donc j'adresse surtout aux dames, plus qu'aux messieurs, montrant que les astronomes n'ont pas manquent pas de sentiment. Et mon message, c'est non au pessimisme et vu au rêve. Parce que je crois que surtout les jeunes qui ont envie d'un monde meilleur, ils ont besoin de rêver. Et je crois qu'avec la science, d'une certaine manière, on peut faire rêver et abattre cette morosité qu'on entend tous les jours. Alors désolé, j'ai été 10 000 fois trop long. J'ai répété 50 000 choses, mais les redoublants, c'est votre faute, je ne voulais pas de redoublants. Et puis, vous m'avez pas posé beaucoup de questions. Merci bien André, c'est formidable. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai une, Moi j'aimerais bien que tu racontes les anneaux, la découverte des anneaux de Neptune. Et comment tu as appelé les arcs, Vous connaissez l'histoire, en gros c'est en 1977, entre autres des anneaux autour d'Uranus, par un avion américain qui volait, c'était Kerguelen, qui était français mais l'avion est américain. En 1979, entre les anneaux autour de Jupiter. On savait que Saturne était là depuis 1610. Donc la question était posée, il y en a-t-il autour de Neptune? Alors, on fait le phénomène suivant, on regarde une étoile au moment où Neptune passe devant. Et si, juste avant que Neptune passe devant l'étoile, donc la masse, eh bien le signal est interrompu, ou juste après, il y a des anneaux autour. Alors on observe en 1980, rien. 1981, rien. 1982, rien. 1983, on fait une grande campagne d'observation dans le Pacifique. 60 équipes d'astronomes se mettent en place, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Chine, à Taïwan, un peu partout. Nous, on était à Hawaï, dans le télescope canadien. Une parfaite occultation d'étoiles par Neptune. Aucun anneau autour. Donc, mes collègues publient un article qu'ils ont intitulé « Il n'y a pas d'anneau autour de Neptune ». Moi, j'ai refusé de signer l'article en disant que l'absence de preuve n'était pas la preuve de l'absence. Et j'ai voulu observer une autre occultation le 22 juillet 1984, je vais montrer l'image tout à l'heure, où Neptune passait devant une étoile. Avoir le télescope, c'est compliqué, mais jusqu'à présent, dans ma carrière, j'avais toujours eu le télescope que je demandais. Et cette fois-là, on me l'a refusé. C'est l'argument qu'il n'y a pas d'anneau autour de Neptune. Alors, les Russiens, vous avez écrit que c'est pas possible, parce que Triton, orbite rétrograde, etc. Donc on m'a donné du temps pour observer Uranus. J'ai dit, Uranus, je m'en moque, on sait qu'il y en a, je voudrais voir Neptune. Alors, j'ai été sur place, j'ai discuté, j'ai négocié, et j'ai obtenu 2 télescopes plus petits que ce que j'avais prévu au Chili pour observer ça. Et là, le problème, c'est qu'on a observé, donc je vais voir si en même temps que je parle, j'aurai le moyen de montrer l'image, si je suis capable de montrer cette image très très rapidement, qui me fera gagner du temps d'exposer. Alors attendez, je regarde Saturne, je suis pas très loin, ça doit être par là.
Voilà, les anneaux, ils sont là. Voilà, j'ai l'image ici. Et j'appuie sur ce qu'il faut, je montre ça. Voilà. Donc, nous avions... Voici l'image. Observer Neptune passer devant une étoile, c'est comme un balayage, en quelque sorte. Et donc, le 22 juillet 84, voici la trajectoire apparente de l'étoile. Et là, à ce point-là, voici ce qu'on a vu. Une diffusion de signal. Alors, le problème, c'est qu'il y avait une occultation d'un côté et pas de l'autre. Et les anneaux, ça fait tout le tour d'une planète. Alors, le problème, c'est quand vous prenez... faites une telle observation, une interruption du signal peut être bien n'importe quoi. Ça peut être un avion qui passe, un oiseau qui passe, un nuage qui passe, un coup de coude dans le télescope, vous dépointez, une coupure d'électricité. Et donc il y a plein d'artefacts qui pourraient avoir lieu. Alors moi ce que j'avais fait, j'avais mis 2 télescopes en place. En me disant, si je donne un coup de coude en même temps, en 4 secondes près, 1 km de distance, je les prends dans ma prochaine comédie musicale. Et donc là, interruption de signal au même endroit. Donc, qu'est-ce que c'est? Un anneau, ça doit faire tout le tour. Et on ne peut pas avoir un arc de matière. Comme je dis, si un étudiant m'avait dit, et un arc de matière, vous voyez, ça écrit aussi la photo ici que vous avez, un arc de matière, à l'époque, je croyais que ce n'était pas possible. Si un étudiant m'avait dit en 1980, monsieur, il y a des arcs de matière autour des planètes, j'aurais dit, mon petit, l'agriculture française manque de bras, tu dois faire autre chose. Ben oui, parce que la partie interne tourne plus vite que la partie externe, donc si vous mettez un arc de matière, en 5 jours, 1 semaine maximum, ça fait un anneau complet. Donc un arc, ça ne peut pas exister. Et pourtant, on avait ça. Alors que faire? Alors je me souviens, c'était au mois de juillet 84, on a essayé d'analyser tout ça, et on l'a présenté au mois de septembre 84 à un colloque qui avait lieu à Hawaï. Et je me souviens, la salle, il y avait 200 personnes dedans à peu près, et à l'époque j'avais 2 étudiants, l'un qui avait obtenu un poste de maître de conférence, et l'autre qui n'avait pas de poste encore, une jeune fille qui maintenant a un poste d'observateur de Paris. Et je dis, on va mettre la jeune fille en avant, ça la fera connaître, ça sera très bien. Donc on passe la nuit à préparer une présentation, et on se met au premier rang pour jouer le rôle de souffleur. Et la jeune fille toute timide qui commençait à annoncer timidement, on avait une interruption et tout, elle n'a pas été crue du tout. Et dans la salle, il y a un qui dit, est-ce que vous avez vérifié le théorème de Schtroumpf? On dit, oui, on a vérifié. Elle dit, oui, on a vérifié. Donc on n'a pas été cru. Hein. Et donc, c'est français, ils font n'importe quoi et tout ça, bon, très bien. Le problème que j'ai eu à ce moment-là, c'est que quand vous regardez, pour interpréter ce signal d'interruption, où est le corps responsable de ça, c'est au niveau de Neptune, j'ai trouvé qu'il serait à 75 000 km du centre de Neptune dans le plan de l'équateur. Et la sonde Voyager devait passer à 75 000 km du centre de Neptune dans le plan de l'équateur. Wow. Je ne craignais pas une collision entre le corps que j'ignorais et la sonde, mais je me disais qu'il doit y avoir plein de poussière autour. Et on passe à 27 km par seconde, et ça va détruire l'électronique. Donc j'ai demandé à ce qu'on recule la distance de passage de la sonde. Parce que les Américains refusaient a priori en me disant on verra moins bien le Triton, etc. Donc, là, je ne vous dis pas la bagarre, j'étais membre de l'équipe d'imagerie, ce qui m'a un peu de pouvoir. Je suis monté au quartier général de la NASA, je me suis battu comme un lion. On m'a dit, t'es sûr de ce que tu dis? Parce que c'est une œuvre délicate, on a 4-5 milliards de kilomètres de la Terre, et si on se plante, la sonde est perdue. Tu prends la responsabilité, je dis, on y va, on change. Et à la fin, j'ai eu gain de cause. On a reculé de la distance de passage de la sonde, et voici la photographie qu'on a prise, ici. Vous avez 3 arcs de matière. Et donc voici ces arcs de matière. Il y a en fait un anneau très ténu qui existe autour, mais il y a surtout ces arcs de matière, phénomène de confinement que j'ai à peine évoqué très rapidement tout à l'heure. Alors, comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est pas très facile, c'est des résonances et tout ça, mais vous savez, en science, quand on ne comprend pas quelque chose, on donne un nom. Et comme j'ai eu la chance de découvrir ça, j'ai eu le privilège de donner le nom. J'ai donc appelé ces anneaux liberté, égalité, fraternité. Mes collègues américains n'en voulaient pas, me prétendant ça trop français. Alors j'ai dit, mais non, la liberté, c'est pas français, c'est universel. Alors j'étais membre du comité de nomenclature, ce qui a un peu aidé quand même. Je me suis donc arrangé pour que les réunions aient lieu en territoire ami, pas en territoire ennemi. Donc pas San Francisco ni Washington. Les réunions ont lieu à Florence et Buenos Aires. Et à l'unanimité, le comité a adopté ça. Donc liberté, égalité, fraternité. Pourquoi j'ai donné ces noms-là? Parce que je vous rappelle que la photographie est prise en 1989, et qu'en 1989, c'est des étudiants qui manifestent cette place Tiananmen à Pékin. C'est un mur qui tombe à Berlin. C'est 2 dictateurs épouvantables qui sont chassés du pouvoir au Chili et en Roumanie, et c'est aussi le bicentenaire des droits de l'homme. Donc je me suis dit, c'est une manière de se célébrer ce... Donc, liberté, égalité, fraternité marquent les confins du système solaire. Excellent. Et alors le problème, c'est que quelques mois plus tard, l'une de mes étudiantes de l'époque, qui maintenant est professeure à Paris 7, qui s'appelle Cécile Ferrari, a trouvé un 4e arc ici. Comment on va l'appeler celui-là? Alors je me suis dit, on va prendre un nom qui commence par C, comme Cécile, d'une qualité universelle que tout le monde n'a pas, je l'appelais courage, ce qui fait donc courage, liberté, égalité, fraternité. Et quand vous prenez les premières lettres de ces 4 mots, ça fait CLEF, la clé. Et la clé en anglais, c'est la clé de musique, la beauté, l'harmonie du ciel.
Et la clé en français, c'est la clé pour ouvrir la porte. Donc laissons les Anglais jouer de la musique, pendant que nous on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc vous voyez qu'on s'amuse bien avec ces deux. Et voilà l'histoire. Alors, mon rêve maintenant serait de retourner vers Neptune, voir ces arcs, voir comment ça se passe. Je suis en train de me battre avec des collègues pour avoir une mission comme ça. Donc si vous avez, coûte la mission pour l'instant 8 milliards d'euros. Donc si vous me donnez tout de suite 8 milliards d'euros, je construis la sonde tout de suite, je la lance au bon moment en 2032, et je joue au ping-pong avec Saturne, Jupiter, etc. Et j'arrive à Neptune en 2057, et je viens en 2058 dans ma chaise roulante pour vous montrer ce qu'on a trouvé. Voilà où on en est. Donc je rêve de la suite, mais je ne sais pas si je la verrai. S'il vous plaît, je voudrais vous poser une question. Oui. Je voudrais revenir à Triton, s'il vous plaît. Oui. Vous dites que les geysers montent à 8 km, Exact. vertical, et ensuite horizontaux.